Salut les amis, bienvenue dans la première vidéo d'un tout nouveau format sur cette chaîne qui sera consacrée à la présentation de personnes qui m'inspirent de par leur passion, leur travail. Aujourd'hui on se retrouve dans la vallée de l'Ourthe, au barrage de Nice-Ramon, en la présence de Julien. Donc Julien, vous connaissez peut-être sous le pseudo Sentier du Phénix, c'est le nom de son blog sur internet. Il présente énormément d'activités, notamment du trail, du bivouac, du packraft qui est une activité nautique qu'on va présenter juste après. Il organise également pas mal de randos, il voyage beaucoup, fait d'excellentes photos et de très belles vidéos. Julien est ambassadeur pour la marque Ardennes dans la province de Namur qui se trouve en Wallonie en Belgique, et également ambassadeur pour la marque Salomon et pour la marque Nikon. De mon côté, je pourrais rajouter qu'il a une des plus belles barbes de Belgique. Enfin bref, je vais vous le présenter tout de suite et on va partir pour une petite présentation, une petite balade dans la vallée de l'Ourthe tout simplement. Salut Julien, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Ça va, super. En forme? Ouais, nickel. Écoute, on va partir, nickel. on va partir un petit peu se balader à Pince, et puis après on va faire un petit peu de packraft pour présenter ton activité. Ouais. Et puis voilà, tu vas me présenter un petit peu ton terrain de jeu favori. Ouais, ça roule. Bon, allez. Là un petit peu au sommet, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, toi au niveau de tes activités, qu'est-ce que tu pratiques exactement dans le détail? Je les ai présentées rapidement tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu fais un petit peu et de ce que tu présentes sur ton site du coup? Mais donc comme je disais tout à l'heure, au début le blog c'était vraiment 100% course à pied, trail, etc. Et puis en fait je me suis rendu compte de deux choses. C'est que moi j'ai toujours été passionné par plein de trucs, et donc me limiter à une seule discipline, c'était un peu dommage d'un côté. Et puis j'arrivais un peu aussi au niveau de l'écriture à avoir fait le tour, quoi. Après 3 ans avoir parlé que de trail sur le blog, voilà, je pense que pour éviter de se répéter, il était temps de varier les plaisirs, et je continuais à le faire. Donc c'est vrai que je me suis dit allons-y, et déplaçons la ligne éditoriale vers du 100% trail vers quelque chose plutôt 100% outdoor, quoi. Donc, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'importe l'activité, c'est d'être dehors. Donc que ce soit du trail, de la rando, du bivouac, le packraft ou de l'alpi, moi j'aime bien tout. Je suis pas, je trouve justement c'est ça qui est riche, c'est de pouvoir mixer un peu tout ça et se créer ses propres micro-aventures ou des trucs ainsi. Donc moi c'est ça que j'aime bien. Et alors j'ai la chance d'avoir un cheval en plus, donc ça rajoute aussi un autre paramètre. Et voilà, avec le cheval c'est tout de suite plus compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il faut prendre, c'est lui qui détermine en fait, qui fixe les limites et qui fixe les contraintes. Donc c'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est vrai que c'est un de mes objectifs, c'est de développer des trucs avec mon cheval. Top. Donc voilà. Ok, top. Donc en fait au niveau de la micro-aventure, c'est un concept sur lequel j'ai sauté dès que j'en ai eu connaissance il y a 2 ans, parce que justement c'est un concept, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, loin de là, c'est un aventurier anglais. Et ce que j'aime bien avec ce concept, c'est que ça me colle vraiment à la peau, dans le sens où moi ici en Ardennes, j'ai toujours bien aimé venir en Ardennes, faire des trucs en Ardennes. C'est à 1 heure de chez moi, bientôt ça sera beaucoup plus court. Et justement, je pense que les gens ont parfois tendance à oublier que le dépaysement c'est forcément lointain. Bien sûr. Et le dépaysement pour eux c'est forcément aller, je sais pas moi, dans le sud de la France, ou aller à outre-Atlantique, ou prendre la voiture, se déplacer et aller loin. Il faut aller loin aujourd'hui. Alors que le principe de micro-aventure, c'est ça qui est bien, c'est de se dire non, tu sors de chez toi, tu fais parfois 0 km, parfois juste 1 heure, et puis tu te déconnectes pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et moi c'est ça que j'aime bien. En plus avec les problématiques environnementales actuelles, je pense que c'est un concept qui est vraiment pas mal, parce que c'est justement réapprendre aux gens à travers ce concept que l'émerveillement il est partout. L'émerveillement il est à côté de chez soi, et en l'occurrence le à côté de chez moi c'est ici en Ardennes. Donc moi le dépaysement je le trouve ici. Ici ce matin on va passer quelques heures, mais c'est une parenthèse, qu'on est là au milieu des bois avec une vallée extraordinaire devant nous. Et c'est 1h15 de chez toi, pareil pour moi. Donc voilà, c'est vraiment pas loin. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est compliqué niveau environnemental en France, sur plein de régions ou autres, on va pas se mentir. J'ai l'impression quand même qu'ici on est un peu privilégié, que
qu'on est quand même dans un environnement assez sain, que les gens sont Ouais. assez respectueux de manière générale. Et je sais pas quel est ton avis toi par rapport à ça. Oui, en fait, le débat qui est actuellement, les marches, etc., c'est nécessaire, je pense. C'est vraiment important de changer notre mode de vie. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans... Enfin, je dis toujours, il faut jamais voir tout noir ou tout blanc. Il y a plein de nuances et je pense justement que l'Ardenne fait partie de ces nuances. Ouais. C'est-à-dire que la Belgique, en tant qu'État, est absolument pas... n'est vraiment pas dans Engagée. les clous, n'est Ouais. vraiment pas engagée. Elle a un retard énorme lié à nos politiques, etc. Mais c'est du politique, c'est de la transformation, c'est apprendre à modifier les comportements des citoyens, etc. Donc ça, c'est sur voilà, ça, on a besoin d'un engagement politique. Maintenant, par rapport au territoire, par rapport là où on est, je pense que pas non plus voir la planète comme elle est en danger, on va droit dans le mur, ça c'est clair. Maintenant, il y a quand même, moi j'aime bien voir ces petites oasis et se dire waouh, là quand même ça progresse. Parce qu'il faut savoir que l'Ardenne et la forêt européenne en général, la forêt européenne est en progression constante. Ouais. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Ouais. Et dans cette progression, il y a deux zones qui sont en progression vraiment importante. Bon, il y a la Scandinavie, mais qui est un peu hors course tellement c'est un autre biotope, un autre environnement. Mais il y a aussi l'Ardenne. Et en fait, en Ardennes, si on prend les graphiques, c'est un peu technique, mais je pense que c'est important. Si on prend même une photographie aérienne ou satellite de l'Ardenne il y a 20 ou 30 ans, eh bien, la progression de la forêt a été assez importante. Et donc il y a notamment ici à 10 km d'ici, on a ce qu'on appelle le plateau des Tailles, qui est un des 5 grands plateaux belges, parce que l'Ardenne c'est vraiment ça, c'est une marche gigantesque, hein. Ouais. On passe d'un plateau à l'autre et puis il y a des vallées entre, mais si on caricature un peu, c'est ça. Et donc sur ce plateau, le plateau des Tailles, en fait il y a eu ce processus de désenracinement. Donc il y a je sais pas 10 ans je pense maintenant que ça date de ce projet. Ils ont abattu plein d'hectares de sapins pour restaurer en fait de la lande, ce qu'on appelle ici de la fagne, ou de la fange, hein, c'est tout des synonymes. Et donc cette fagne, cette fange, elle est vraiment caractéristique. Et alors ce qui est intéressant, et peu de gens le savent, en fait, quand les gens veulent voir de la fagne, ils vont dans les Hautes-Fagnes, donc qui est le point culminant de la Belgique. Mais en fait, de la fagne, il y en a sur chacun des plateaux ardennais. Donc il y en a au plateau des Tailles, il y en a sur le plateau de la forêt de Saint-Hubert, il y en a à la Croix-Scaille, petit peu, beaucoup moins, mais quand même. Et donc toutes ces zones de lande ont été ou sont en cours de restauration. Donc ça, c'est cool. Et donc par rapport au côté environnemental, c'est certain que ça ne change rien par rapport à notre comportement à nous, mais c'est quand même beau de savoir qu'il y a quand même des initiatives qui sont là pour rendre à l'environnement son premier visage, entre guillemets. Ouais. Dans un sens, c'est important de montrer tout ça pour justement aussi sensibiliser les gens. Complètement. Ah, oui. Et je pense que ça sensibilise aussi une partie des gens qui vont eux respecter. Par contre, c'est vrai qu'il y aura toujours la contrepartie de la surfréquentation de certaines zones. Je pense qu'ici on est quand même assez préservé parce que c'est pas des destinations ultra touristiques. Je suis pas sûr que ça le devienne vraiment. Ça va être des destinations un peu locales pour les gens du coin. Et ça serait chouette que ça se développe aussi aux régions extérieures. Ouais, complètement. Mais là aussi on est dans ce paradoxe-là, puisque je travaille aussi pour la marque Ardenne. Ouais. Et on a dans le cadre de ce projet-là, il y a un projet qui s'appelle Ardenne Écotourisme. Et le but, enfin le positionnement même du développement de cette destination Ardennes, c'est l'écotourisme, c'est le slow tourisme. Donc c'est un tourisme respectueux. Donc c'est certain qu'en fait on est avec ce projet et moi avec mon blog, c'est un peu dans cette lignée-là que je suis aussi. On a envie de faire connaître l'Ardenne et les beautés de l'Ardenne, mais d'un autre côté, en même temps de montrer les beautés, on a envie de leur dire wow, mais on y va cool. C'est un endroit qui est préservé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. Il y a 10 ou 20 ans, en Ardennes, il y avait encore trop souvent des gros projets énormes, que ce soit hôtelier, que ce soit infrastructure ou autre. On faisait des gros parcs aventures. Bien sûr. Mais non, la richesse de l'Ardenne, c'est les arbres, c'est les lumières, c'est le sentier, c'est le banc où on est et le paysage devant nous. Ça, c'est la richesse de l'Ardenne. Il n'y a pas besoin de créer et de détruire un milieu pour créer un parc d'attractions. Enfin, je veux dire, la richesse, elle est là. Very curious dog. Bon bah écoute, je te propose qu'on décolle. On va se mettre en marche un petit peu et puis on va rejoindre le bord de l'eau du coup. Nickel, ça roule.
Ok, donc nous sommes arrivés près du lac de Niz-Ramon, qui est magnifique, surtout par ce temps. Et on va déballer le Packraft. Ouais. Du coup, le Packraft de Julien, alors, de mes propres connaissances, le Packraft, c'est un petit canot qui a la particularité d'être pliable en sac à dos. Tu me confirmes ça, Julien? Ouais, donc c'est ça. Ouais, donc comme son nom l'indique, hein, c'est Packraft, donc c'est un petit raft qui rentre dans un sac, hein, dans un pack. Et en fait, c'est tout petit. Bon, ici, j'ai super mal rangé dans le sac à dos, un peu à l'arrache, mais donc il est pas très bien plié. Mais normalement, quand je pars en rando, quoi, j'arrive à le mettre dans le compartiment ici du compartiment habituel dans lequel on met le sac de couchage, etc. Okay. Donc j'arrive à le mettre là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment pas gros. Ça pèse 3 kg. Donc c'est pas énorme non plus. Ok. Et la particularité, c'est que le fond, au contraire d'un canoë, est souple en fait, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc en fait, comme un raft, en fait, comme du rafting. Donc le dessous, c'est vraiment du gros plastique. Hein, vraiment. Ça ne faut pas. Ça résiste à l'abrasion relatif, mais si on frotte contre le fond ou quoi, ça tient. Donc c'est vraiment solide. Et alors le dessus, c'est vraiment du plastique, quoi. Et voilà, et ça se gonfle en fait au moyen d'un sac de gonflage, donc, dans lequel, en plus aujourd'hui il y a du vent, donc un petit peu de vent, donc ça va aller vite. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement la capacité de multiplier les activités, de se dire voilà, on marche et puis généralement ce qu'on aurait pu faire, c'est venir jusqu'ici puis prendre le bateau, retourner au point de départ. Ouais. Et donc c'est cette idée-là que j'aime bien, c'est cette idée d'itinérance. Après moi, c'est vrai que j'ai vraiment flashé sur la discipline, donc du coup j'aime bien partir et faire des longs trajets. Donc comme j'ai fait en Finlande ou autre, où on est sur des 20-25 km, mais c'est fatigant, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas l'efficacité d'un kayak. Ouais, et le rendement dans l'eau le rendement dans l'eau est pas top. Et pour peu qu'il n'y ait pas de courant, c'est vraiment très très fatigant, très lent. Ok. Donc voilà, c'est le petit inconvénient du bateau. Donc là, en l'occurrence, pour se balader sur ce petit lac, ça va être parfait. Ça c'est parfait, ouais, carrément. Was coming soon. Gonna get dark, babe, before the noon. Sun gonna shine on that day. Every soul is gonna meet and pray. Bon, du coup, la petite virée en Packraft est terminée. Je pense qu'on a fait des belles images, on verra ça, mais j'espère qu'elles te plairont et que ça rendra bien. Et justement, là, on parlait juste avant, et je pense que ça peut vous intéresser également pour ceux qui comme nous, est un peu passionnés par l'image et par la nature. On parlait de voyage et on se disait que finalement, quel est le taux de photos vidéo à faire, à adopter pendant un voyage ou même ne serait-ce qu'une rando, une balade. Pour certains, il faut vraiment profiter à fond du moment et vraiment mettre en second la photo, la vidéo. Pour d'autres, c'est l'inverse. D'ailleurs, c'est un peu mon cas, c'est ce que je te disais juste avant. Moi, vraiment, clairement, ça fait partie du trip en fait, de faire de la photo et de la vidéo. Et si je ne l'ai pas fait, je me sens comme frustré. Et je repars un petit peu déçu, même si j'ai profité de mon voyage sans problème, hein, mais ça me fait partie intégrante du voyage, quoi. Et toi, donc, tu mets plus en avant, comme tu me disais, le voyage avant tout, parce que c'est vachement. En même temps, je pense que c'est la bonne solution aussi de profiter à fond vraiment du moment réel, quoi. Ouais. Et en seconde, faire des photos pour ensuite profiter d'une autre manière. Oui, c'est ça. Donc, voilà, comme je disais, j'ai travaillé dans le milieu de la photo, donc je vois un petit peu comment certains fonctionnent, comment les
les grands photographes fonctionnent. Et c'est vrai que eux ont une démarche où quand ils sortent faire une image, ils ont vraiment ils vont pour ça, ils vont pour faire des images. Après nous, quand tu parles de voyage, que ce soit les blogs de voyage, les youtubeurs de voyage, etc. Le but c'est quand même la source, c'est le voyage, ou c'est la sortie. Et après, puisque c'est le boulot, que ce soit en tant que blogueur ou youtubeur, il faut faire du contenu. Mais c'est vrai que moi, quand je pars, comme je te disais, je vais d'office peaufiner à mort la randonnée, etc. Ça va être, je sais où je vais aller, je sais, je programme pas tout non plus, mais je vais vraiment réfléchir à la manière de conceptualiser, pour reprendre le concept de micro-aventure. Par exemple, pour les micro-aventures, je réfléchis toujours à ce que ma micro-aventure soit bien cohérente. Et paradoxalement, je lui mets de la cohérence pour que ce soit plus facile pour moi après faire des photos et des vidéos. Bien sûr. Donc par exemple, quand je suis parti en Finlande faire ce truc en packraft, je savais que la forêt finlandaise plus la rivière plus le packraft, ça allait bien donner au niveau des images. Donc ça je m'en cache pas. J'ai un côté un peu dans mes randos, j'aime bien qu'il y ait un côté esthétique. Bien sûr. C'est pour ça que j'aime bien les crêtes. D'ailleurs aujourd'hui on est passé par les crêtes. C'est magnifique parce que dès que tu as moyen, tu as des panoramas et tout ça. Donc c'est un peu, même si tu fais pas des images, ça reste comme si tu avais une galerie de panoramas. Donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que moi à un moment donné, je vais privilégier effectivement la rando. Donc c'est-à-dire que si j'ai pas réussi à faire mon image, je vais aussi avoir de la frustration comme toi. Mais c'est pas très grave. Je vais me dire ok, c'est pas grave. On a kiffé quand même. Voilà, on a kiffé quand même. Et parfois, comme ça, tes spectateurs le sauront. Parfois, je suis tellement dans le dur parce que je fais des trucs parfois un peu plus engagés ou des trucs un peu plus longs. Parfois, moi, je suis dans le dur complet. En Finlande, là, pour la petite histoire, sur je sais pas, les 3-4 derniers kilomètres, j'ai pas fait une photo parce que j'étais mort. J'étais au bout de ta vie. J'étais au bout de ma vie. Et donc voilà, c'est ça aussi que parfois, la photo est secondaire dans le sens où parfois, j'ai pas le choix. Elle doit être secondaire. Pareil sur le Mont Blanc. Quand j'ai fait le Mont Blanc il y a 2 ans, je suis content du peu d'images que j'ai faites parce qu'en fait c'est super dur le Mont Blanc et grimper avec un réflexe ou un hybride là-haut, faut être un peu timbré et on rajoute du poids inutilement et avec l'altitude c'est quand même chaud. Et donc le peu d'images que j'ai faites, je suis frustré de ne pas en avoir fait plus, mais je suis content des images que j'ai faites par rapport au ratio, tu vois, douleur et tout. Donc, c'est ok, vu la difficulté, j'ai quand même réussi à sortir des clichés, j'en ai fait 10 et c'est bon quoi. Donc, sachant qu'en plus, en regardant un petit peu ton travail, on s'en rend vite compte, mais ces photos sont pensées, elles ont toute une atmosphère, c'est pas des photos random. Donc peut-être que tu es plus aussi dans la démarche de penser plus ta photo parce que tu as vécu bien le moment comme il faut, donc tu sais dans quelle atmosphère tu es à ce moment-là, donc tu vas penser ta photo, tu vas pas en faire 15 millions, mais au moins elle sera bonne, elle sera réfléchie quoi. Oui c'est ça, donc, et après à nouveau, c'est con mais ça peut être intéressant, ça peut peut-être donner des idées aux gens, mais à nouveau dans la conception de la micro-aventure, de la rando, du bivouac, je vais réfléchir un peu. Allez, on parlait tout à l'heure de cet endroit-ci et je te disais que cet endroit est magnifique tout le temps, mais encore plus en automne. Parfois ça m'arrive de reporter certaines randonnées ou certains bivouacs ou certaines micro-aventures à certaines saisons parce que j'ai envie d'avoir telle ou telle atmosphère. Donc par exemple, je te parlais d'un projet qu'on a de partir en Finlande. On y va en septembre parce qu'on veut profiter de l'automne. Je veux profiter de l'automne finlandais qui commence vers la mi-septembre et où tout est mordoré. Et j'ai envie de faire ça et j'ai envie de vivre un truc dans cet univers-là. Ici en Ardennes, l'été par exemple, ou en tout cas quand il y a du feuillage un peu plus qu'ici, là où cet endroit-ci en été, tu es sous les arbres et donc du coup tu as des ombres beaucoup plus importantes que maintenant parce que limite maintenant on a du soleil partout et c'est ça qui est génial en Ardennes, c'est que dans les forêts tu as ce côté, tu as moyen de faire des clairs-obscurs de fou et c'est vrai que moi je joue beaucoup avec ça et j'aime beaucoup les clairs-obscurs, que ce soit sur des végétaux, sur même des paysages forestiers ou autres, ça donne une atmosphère vraiment particulière quoi. Il y a plein de choses à raconter à travers la photo, la vidéo, peu importe, mais il y a vraiment en fonction des ambiances plein de choses différentes à raconter. Et c'est vrai que ça c'est un atout vraiment de l'Ardenne, qu'elle soit belge, luxembourgeoise ou française, c'est qu'on a quand même une richesse de lumière qui sont quand même assez exceptionnelles.
comme toi, j'ai eu l'occasion aussi de voyager pas mal ces derniers temps en Scandinavie et autres, où les lumières par nature sont assez folles, que ce soit le soleil de minuit ou les aurores boréales ou tout ça. Mais honnêtement, on n'a pas des aurores, on n'a pas le soleil de minuit, mais on a quand même une certaine partie de l'année d'excellentes lumières ici en Belgique, en Ardennes. Ouais. Et je pense que, voilà, il faut pas oublier ça, et c'est aussi un prétexte pour sortir. C'est que, à nouveau, automne, printemps, hiver, c'est vraiment des périodes où il y a des lumières de fou, quoi. Et j'invite tous les Ardennais aussi à sortir un petit peu, à voir un petit peu, changer leurs habitudes de sortie, leurs heures de sortie, pour découvrir un peu toutes ces ambiances, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne le font pas, et souvent quand je leur montre un petit peu ce qui est possible d'être vu dans la nature ardennaise, ils sont là en mode ouais putain, ça fait quand même 20 ans, 30 ans que j'habite ici, et j'ai jamais vu ça, quoi. Et je m'estime pas être un grand photographe, mais ne serait-ce que d'aller au bon moment, à la bonne période de l'année, avec des belles lumières, on peut faire des super clichés, et même sans faire de photos, juste aller voir ça de ses propres yeux, comme on disait un peu tout à l'heure, c'est top aussi. Il y a une citation, j'y pense souvent, qui est marrante, c'est Nicolas Vanier, mais c'est une paraphrase. Bon, après, l'homme est un peu bizarre au niveau de la chasse et tout ça, mais cette phrase-là est pas mal. Il disait que le crépuscule est un opéra de riches, l'aurore un spectacle de pauvres. Et je trouvais ça vraiment, je sais plus dans quel bouquin c'est, mais je trouve que c'est vraiment ça, quoi. C'est facile de faire un crépuscule. Par contre, effectivement, se lever au matin, c'est un spectacle de pauvres. Il faut être dehors, limite avoir pieuté la nuit, parce que dans notre confort du 21e siècle, on est sous la couette, on a le petit café qui chauffe tout seul en bas, on a Instagram et tout qui ramène les belles images. Et franchement, je pense que parfois le spectacle du pauvre vaut mieux que l'opéra du riche, quoi. Mais rien n'empêche, rien ne vous empêche de faire un petit feu dans des endroits prévus à cet effet, de passer l'après-midi tranquille en pleine nature. Et tant qu'on le fait dans les règles d'art, sans dégrader l'environnement, évidemment, mais après voilà. À nouveau, dans un jeu de citation, je fais mon intello 2 secondes. C'est comme ça, j'en connais 2, donc dès qu'il y a moyen, je les casse. D'ailleurs, tu es assez littéraire, il me semble. La dernière fois, j'ai vu présenter pas mal de livres sur Story. J'aime bien. Moi qui lis très peu, ça m'a quand même bluffé. En fait, avec mes études d'histoire et littéraire, j'ai lu beaucoup, mais malheureusement, j'ai de moins en moins le temps. Et j'ai cette faculté de garder souvent en tête les trucs, mais c'est chouette. Mais oui, Sylvain Tesson, il dit toujours que quand on part en bivouac ou qu'on fait un feu, il faut laisser rien d'autre que, c'est aussi une paraphrase, mais que la rumeur de ce qui s'est dit au coin du feu, quoi. Donc c'est-à-dire quand on va en forêt, il faut que personne ne sache qu'on y a été, quoi. C'est ça, c'est tout. Et c'est aucune trace. Et c'est une question de respect, mais c'est aussi philosophiquement, je trouve ça marrant de se dire, allez, on est allé quelque part, on a profité de l'instant, et puis 3 minutes plus tard, il n'y a aucune trace de notre... Et donc ça fait un peu comme une parenthèse. En fait, à l'inverse des animaux, tout bêtement, l'homme a tendance à quand même laisser une trace partout où il va. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être revoir. Oui, c'est ça, mais ça a commencé... ça fait partie de notre ADN. Hein. Ça fait partie... je veux dire, si on pense on pense qu'on est chez nous partout, en fait. On pense qu'on est chez... la preuve, on va sur la Lune, premier réflexe, on plante le drapeau. Et on y laisse des sacs d'excréments un peu partout. Et c'est le côté, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, quoi. C'est ça. Et il faudrait vraiment dire plutôt, je suis venu, j'ai vu et j'ai pas laissé de traces, quoi. Et personne ne sait que je suis passé, ou je sais pas, trouver une formule. On va inventer une citation, on va l'écrire quelque part. On va l'écrire. Bon, mais top. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, les amis, c'est surtout chacun peut vivre son aventure à sa manière, photo, pas photo. Profitez quand même de là où vous allez, c'est le plus important quand même, de manière réelle. Je parlais de la photo et de l'importance qu'elle a dans mes trips. Ceci dit, avant quoi que ce soit, j'essaie d'éduquer au maximum mon œil. Et en éduquant mon œil, c'est aussi passer par une phase d'observation, donc profiter aussi de l'instant avant de commencer à passer à l'instant photo ou vidéo. Donc voilà. Après, chacun sa méthode, du moment que vous kiffez à la fin de votre voyage, votre trip, votre balade, votre rando, peu importe. C'est le plus important, je pense. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est important. Et quand tu dis entraîner son œil, c'est entraîner son œil, et entraîner son œil est autre chose qu'Instagram, justement. Bien sûr. Ça va de soi, mais voilà, et pas hésiter à ouvrir des bouquins de photographie d'architecture, même si on fait du paysage, de la street photographie, ou des livres d'histoire de la photo. Je pense que ça...
Moi, j'ai cette facilité-là, c'est qu'en ayant travaillé 5 ans au musée de la photographie à Charleroi, chaque jour, je voyais des centaines et des centaines d'images. Et inévitablement, c'est ça qui a forgé mon œil et qui fait que... Et qui permet aussi de se poser. Et comme tu dis, je pense que c'est important, avant de mitrailler, il faut regarder. C'est important, c'est notre œil le plus puissant dans l'histoire avant tout. Il est encore plus puissant que tout capteur de photos. Il va être capable de déceler des détails parfois qu'on n'aurait pas à travers notre objectif. Donc en fait, il faut d'abord penser le cadre. Puis pourquoi la photo ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est notre œil. Puis faut que la photo traduise ce qu'on ressent aussi sur place. Donc c'est ça le plus compliqué en fait. C'est que la photo transpire un petit peu de l'atmosphère du lieu, quoi. Et pas seulement juste une bête photo de carte postale, un peu tout bête, quoi. D'ailleurs, il y a un compte Instagram assez marrant qui s'appelle Insta Repeat. Ouais. C'est une nana, je crois, qui compile en fait toutes les photos que les gens peuvent faire dans tous les spots connus un peu partout dans le monde, et elle les met sous forme de mosaïque en fait pour comparer vraiment. Et là, on se rend compte que les gens en fait sur des lieux ultra connus un peu partout dans le monde, ils refont le même spot avec la même nana, les cheveux longs au bord de la falaise ou dans son canoë, un peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec la GoPro. Mais sur encore des lieux bien précis. Vraiment, genre, je suis sûr que là où sont tous ces gens, il y a une marque tellement ils sont là tout le temps au même endroit. Et c'est un peu affligeant de voir ça en fait, parce qu'on voit la photo sur Insta, on se dit ouais elle est super, mais en fait derrière il y en a 50 qui sont identiques. Il faut que la photo elle raconte un truc qui soit propre à chaque personnalité, je pense que c'est important. Carrément. Enfin voilà. Bon bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. On va vous laisser là pour cette vidéo. Merci Julien d'avoir pris le temps de venir à ma rencontre. C'est toujours un plaisir d'être ici. Ouais, je pense que là on a bien kiffé, le temps est parfait quoi. Et puis à bientôt j'espère. Je pense que la prochaine fois ça sera sûrement dans une de tes escapades. Ouais, quand tu veux. Et puis franchement ça sera avec plaisir en tout cas. C'est cool. Bon, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'est un nouveau format, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour apporter des améliorations éventuellement au format pour les prochains portraits. Et puis il y aura d'autres personnes d'autant plus inspirantes que Julien dans les semaines à venir en tout cas. Voilà, merci à vous et à très vite. Ciao.